Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré au Togo, qui tient un double scrutin législatif et régional le 20 avril prochain. Brigitte Ameganvi, vous vouliez répondre par rapport à ce que Maître Nzamba disait dans la première partie. Tout à fait. Maître Nzamba nous avait fourni une belle transition sur cette deuxième partie de l'émission sur les élections. Consacrée aux élections, bien sûr. Je vais expliquer tout ce qui a été concocté pour faire en sorte que cette élection sorte avec des députés à 80% au moins élus dans les sièges du parti UNIR, enfin qui occupent les sièges du parti UNIR à la suite de cette élection. Mais je voulais faire juste un petit rappel historique pour dire... Mais très rapidement, par rapport à la réforme, par rapport à la réforme constitutionnelle, au projet... Parce qu'il se trouve que moi, j'étais à la conférence nationale du Togo. En 90. Et effectivement, le régime parlementaire avait été proposé par une personne qui s'appelle Atouté Agbobli, Agbobli Kaldan, on l'appelait aujourd'hui, qui a été assassiné entre-temps par le pouvoir. On sait très bien pourquoi. Et la réponse qui avait été faite, c'est que nous sortions à l'époque d'un régime à parti unique avec un timonier national, un pouvoir très très personnalisé, concentré entre les mains du président, avec une assemblée nationale quasiment sans pouvoir, et qu'il fallait une période de transition dans un régime semi-présidentiel pour réapprendre à l'Assemblée nationale à exercer ses prérogatives. Et c'est pour ça que ce régime semi-présidentiel a été choisi. Oui. Très rapidement, à la suite de la première élection, la deuxième élection législative qui a eu lieu en 99, l'opposition avait boycotté. Et donc, en 2002, il y a eu une première modification de la Constitution par le père de Faure Gnassingbé, qui avait transformé ce régime présidentiel, semi-présidentiel, en un régime présidentiel sans contre-pouvoir aucun. Donc, là aussi, le fait qu'on soit dans un régime que vous avez très très bien décrit, avec l'ensemble des pouvoirs concentrés entre les mains du président de la République, c'est de leur fait. Et ils ont remis le couvert. Non, de leur fait, le président actuel est arrivé au pouvoir en 2005. Ils ont remis le couvert en 2019, quand l'opposition a été dans la rue à manifester pour le retour à la Constitution de 92, et l'opposition a encore une fois boycotté les élections législatives, et c'est l'Assemblée nationale qui est en place aujourd'hui, qui est en train de nous proposer ce projet de nouvelle constitution, qui a fait la réforme constitutionnelle du 15 mai 2019, sous laquelle ils ont été élus. Donc, alors, ratifions, le projet n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale, et ce n'est pas sur la table de la Commission des lois. Absolument. Pour l'instant, il y a des projets qui arrivent et depuis décembre d'ailleurs, depuis décembre dernier, il y a des projets qui arrivent à la table d'une commission et qui ne sont jamais présentés à la plénière, voyez-vous. J'espère bien pour eux. Et c'est là que j'embraye sur les élections législatives prochaines, pour dire que, en fait... Vous appelez l'opposition à y participer puisque vous avez boycotté les dernières. Oui, non, mais ça suffit, les boycotts d'élections législatives. Il est hors de question maintenant... Mais qu'est-ce qui a changé en temps, Madame Ameganvi? Oui, excusez-moi de poser la question. Qu'est-ce qui, en 2018, motivait le boycott et qui n'existe plus aujourd'hui? Moi, je faisais partie de ceux qui avaient pensé qu'après le boycott de 99, il n'y aurait plus jamais de boycott législatif. Donc vous étiez plutôt pour. En 2000. Sauf que la CEDEAO a un peu aidé la C14 à boycotter en lui disant « mais si les conditions ne vous conviennent pas, n'y allez pas ». Aujourd'hui, les conditions ne conviennent pas, mais l'opposition va y aller quand même. Très bien. Et nous, organisation de la société civile, nous considérons que tous ceux qui appellent au boycott des législatives prochaines, ce sont des gens qui travaillent pour le régime Gnassingbé parce qu'il a intérêt à ce que l'opposition boycotte. Mais l'opposition ne boycottera plus, malgré les conditions qui sont totalement iniques, malgré une répartition des sièges de députés qui fait que l'ensemble de la région maritime, qui représente 44% de la population du Togo, n'a que 27% des sièges. Alors, elle vote à 20% avec un peu plus unir, et donc avec un peu plus de 3 millions d'habitants. Mais excusez-moi, Karl Gaba, je l'ai dit dans mon mot introductif, la grande innovation
du rendez-vous électoral du 20 avril, c'est les élections régionales, où désormais, pour justement régler cette crise de représentativité, le pouvoir instaure les élections régionales où on aura 179 conseillers régionaux. C'est au moins quelque chose que vous saluez? Je voulais revenir. Comprenez-moi, j'ai une difficulté à saluer les actes de ce régime dictatorial qui verrouille le système. J'ai du mal. Parce que la finalité... Rien ne trouve grâce à vos yeux. Mais tout est mauvais. Mais non, mais pas tout est mauvais. Excusez-moi, quand il n'y a pas d'issue et que vous avez 2 millions de Togolais qui sont contraints à l'exil, que nos parents ne peuvent pas travailler librement, que le peuple ne peut pas manifester, la liberté d'entreprendre est conditionnée au fait d'avoir un sponsor, un tuteur du régime, la justice est totalement instrumentalisée, les assassinats n'ont de cesse de se perpétrer au Togo. Comment voulez-vous donner un quitus à ce pouvoir qui, pendant 60 ans, est en train de nous égorger, de nous tuer? C'est une question de vie et de mort. Et j'en revenais à la question électorale. Oui, il ne faut pas priver le peuple de pouvoir aller sur un champ de bataille, quel qu'en soit le champ de bataille. Donc il faut aller aux élections. Que ce soit massivement. Les élections, que ce soit la révolution, que ce soit la lutte armée, le peuple doit être toujours en manœuvre. Non, lutte armée, moi je ne parle pas de lutte armée dans mon émission. C'est une option qui existe dans les luttes de libération de peuple, c'est une option qui existe. Et donc je dis, quelle qu'en soit l'option de lutte, je demande au peuple togolais, mobilisez-vous à participer à toutes les options qui se présentent à vous. Si ce sont des élections, vous y allez. On sait qu'elles sont truquées. On sait qu'elles sont manipulées. On sait que les députés sont nommés à l'avance. Mais par contre, nous participer à cette lutte parce que désengager un peuple, le déshabituer à se mobiliser, à se combattre, à refaire, effectivement, refaire sa vie, déshabituer un peuple à faire ça. Vous appelez l'opposition togolaise non seulement à participer à ce double scrutin. C'est pas l'opposition togolaise, mais vous appelez les Togolais aussi justement à aller massivement au vote. Donc on est d'accord sur le principe. Je leur demande de se mobiliser parce que c'est un champ de bataille. Et ce champ de bataille-là, choisissez le candidat que vous voulez, à qui vous faites confiance. Mais ça, c'est un appel positif. Il faut aller confronter ce régime-là sur son terrain. Il mène une lutte dans laquelle il veut nous empêcher de venir lutter. Leur système, c'est ça. Ils organisent des élections truquées, ils nous empêchent de venir lutter. Ils censurent nos candidats. Nos électeurs, la plupart de nos électeurs, certains n'ont pas leur carte d'identité, leur carte d'électeur. Vous vous rendez compte, certains des élus qui étaient candidats, certains des candidats aux prochaines élections, la CENI a trouvé raison qu'ils ne retrouvent la carte d'électeur fournie à la CENI, à ces candidats potentiels. La CENI dit ne pas retrouver le numéro de leur carte d'électeur dans leur système de base de données, alors que c'est la CENI qui fournit les cartes d'électeurs. Donc vous voyez, tout le système est vicié. Et pourquoi je demande aux Togolais... Un cas anecdotique pour caractériser le système. Mais non, ce n'est pas un cas inadmissible. Le système électoral togolais. Ah mais il est vicié, il est truqué, il est verrouillé. C'est un recensement qui a été fait à la fin de l'année dernière. On a déploré le fait que ce recensement, comme d'habitude, commence toujours dans la région maritime, celle dont on ne veut pas, parce qu'elle ne vote pas comme il faut. Systématiquement, les inscriptions sur les listes électorales sont réellement viciées, verrouillées. On s'arrange pour que le matériel ne fonctionne pas, etc., de manière à avoir le moins d'inscrits possible sur les listes électorales. Et pourtant, certains citoyens, membres de l'opposition, ont réussi à s'inscrire. Et ils sont candidats et on dit qu'on ne retrouve pas leur de toute façon, à partir du moment où vous décidez de boycotter les élections, le reste ne vous intéresse plus. Non. Je voulais revenir quand même sur les régionales.
Oui. Ces régionales font partie d'un projet de décentralisation sur lequel le système Gnassingbé travaille depuis 1990, si ma mémoire est bonne, parce que les dernières élections locales ont eu lieu il y a très longtemps. Et c'est un projet qui a été remis à l'ordre du jour par l'exigence de l'Union européenne à la reprise de la coopération en 2004. Donc la décentralisation, et surtout sur l'impulsion de l'Allemagne, que l'on cite aujourd'hui comme exemple pour de décentralisation. Voilà, de décentralisation. Effectivement, oui. Et depuis 2004, de modification de la loi, etc., on a abouti finalement aux premières élections locales, donc communales, en 2019. Et on attendait la suite du projet de décentralisation, c'est-à-dire les élections régionales. Nous y voici aujourd'hui. Mais comment... C'est plutôt positif. Oui, positif. Alors, il faut le dire. Tout est dans les conditions... Aussi, il faut le dire. Dans les conditions d'organisation de ces élections régionales. Mais ça, on avec sait parfois. Vous parlez plutôt du fichier. Électoral, avec... Bon, que le découpage, si c'est fait de manière sincère, qu'il y ait, finalement, plus de délégués dans les régions de l'intérieur. Puisque vous parlez des élections régionales, le Grand Lomé aura 20 conseils régionaux. Peu importe. Avec une population de 3 334 000 habitants. Ce qui est important, oui, c'est qu'il y ait un véritable projet de décentralisation, de construction des bassins d'emploi, des bassins économiques dans les régions, des universités dans les régions. Découpage. Mais alors qu'aujourd'hui, ces élections régionales, le seul enjeu, c'est qui va élire les membres du Sénat. Et on ne parle pas du tout de la politique de décentralisation économique qui doit aller avec les élections régionales. De la même manière, pour les élections locales, elles avaient effectivement pour objet de faire en sorte que les communes se développent, qu'il y ait une véritable décentralisation avec des services publics décentralisés, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a eu tellement de coups de canif qui ont été donnés dans cette loi sur la décentralisation, ça ne rime à rien. À chaque fois que les députés, les maires qui ne sont pas de l'opposition posent un acte, tout de suite, il y a une réforme de la loi sur la décentralisation qui est déposée sur le bureau de l'Assemblée pour les empêcher de travailler. Brice Nzamba, vous êtes analyste politique. Il y a un fait, mais qui transcende le Togo, qui n'est pas spécifiquement togolais, c'est les tensions, alors, qu'il y a toujours autour des rendez-vous électoraux. Il n'y a pas un seul pays sur le continent où l'élection n'est pas l'occasion, à part quelques rares pays, l'île Maurice, je l'ai évoqué, il y a des pays où ça se passe plus ou moins bien, mais globalement, la question électorale cristallise toujours des tensions. Ça vient d'où? Pourquoi on n'arrive jamais à s'entendre sur les mécanismes de légitimation de ceux qui dirigent le pays ou les collectivités? Ça vient d'où, ces crises électorales à n'en point finir? Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu démocratique en Afrique est d'abord compris comme étant l'élection démocratique. C'est-à-dire que pour les Africains, nous, quand il a fallu qu'on puisse accéder au système démocratique, les dirigeants politiques ont compris, en fait, parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas le fonctionnement démocratique de l'État. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Parce que dans une démocratie, il y a le fonctionnement démocratique de l'État. Donc, il faut que la justice soit autonome, il faut qu'il y ait le respect de la loi, l'égalité, etc. Il y a beaucoup de principes, la garantie des libertés fondamentales. Tout ça, ça participe à la démocratie. Mais dans l'inconscient des dirigeants africains, la démocratie égale à l'organisation des élections, puisque le pouvoir se joue en ce moment-là. Donc, à partir du moment où, pour les chancelleries occidentales, les pouvoirs politiques africains considèrent que c'est lorsqu'il y a une élection, c'est là où se joue le pouvoir. Donc, ce qui fait que c'est lui qui contrôle le système de découpage électoral, le système d'organisation du fichier électoral, le système d'édition des cartes électorales. Et c'est lui qui contrôle l'organisme qui organise l'élection. Celui-là, il est sûr d'avoir le pouvoir, puisque
le jeu démocratique pour ces dirigeants politiques-là se résume à la vérité à l'élection. Vous voyez? Donc, ce qui fait que l'élection cristallise véritablement les tensions, puisque le pouvoir se joue en ce moment-là. Mais ça vient aussi de nos rapports au pouvoir. Oui, mais parce que on considère que quand on est au pouvoir, on doit y être. On en parlait un peu en off, c'est-à-dire que chez les Bantous, il y a une conception En Afrique du chef. centrale. Voilà, en Afrique centrale, en fait, on a une conception du chef qui fait que le chef est chef aussi longtemps qu'il est vivant. Il n'y a pas la notion d'ancien chef. Non, il n'y a pas d'ancien chef dans les traditions africaines. Un chef, c'est quand il meurt qu'on peut succéder au chef. Oui, mais pas quand il est vivant. Oui, mais Donc, là, nous avons adopté l'État moderne. Oui, mais ça, c'est au niveau des institutions, mais au niveau de la culture. Parce que les institutions vont de pair avec la culture. Donc, je pense qu'il y a un travail culturel à faire pour que les dirigeants africains comprennent qu'on peut aussi être un ex-président, un ex-chef d'État, un ex-premier ministre. C'est-à-dire qu'on a cette difficulté-là parce qu'on pense que quand on est chef, on doit le demeurer ad vitam aeternam. Donc ça, c'est un problème culturel. Poser autrement Et pourtant, la question, mais très rapidement, et on passera. Culture ou pas culture, à partir du moment où la règle est définie, est fixée, ou est légitimée, à partir du moment où on dit on fait 2 mandats, terminés, et qu'elle est adoptée, où est le problème? Pourquoi on ne s'en tient pas Monsieur Togbé, c'est-à-dire que les règles ne valent que lorsqu'elles vont de pair avec les mœurs. Vous comprenez? Parce que ce qui fait que les règles soient fortes dans un État, ce sont les hommes qui sont capables d'aller au-dessus de leurs instincts pour les respecter. Mais quand les instincts sont plus forts que les règles et que les hommes qui dirigent sont plus mus par leurs instincts, eh ben, ils tordent les règles. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, malheureusement, pour beaucoup de pays africains, on en est encore à ce stade. On a des hommes qui, pourtant, vont nous dire qu'ils ont fait des études, qu'ils sont instruits. Mais le problème, c'est que l'éducation, c'est l'instruction et la discipline. Il y a beaucoup de gens qui sont instruits, mais qui ne sont pas disciplinés. La discipline, c'est la capacité à pouvoir respecter les règles et à pouvoir contrôler ses instincts pour respecter l'intérêt général. On a du mal sur le continent. Et surtout, pardon, je rajoute juste, on a des dirigeants qui considèrent que les règles ne sont pas faites pour eux, mais pour les autres. Oui, parce que c'est un problème de discipline. Mais ce que dit Brice Nzamba est d'autant plus vrai qu'il n'est pas exclu, excusez-moi, Kagaba, qu'un certain Kagaba, demain au pouvoir, fasse vivre pire à l'opposant qu'il en a vécu. On l'a vu sur le continent, il y a plein d'exemples. On a vu ce que Condé a fait, lui qui a fait 40 ans, Alpha, je parle, pour prendre le cas des présidents anciens, lui qui a fait 40 ans dans l'opposition, qui a tant subi, qui a subi pire que ce que vous vivez, quand il a pris le pouvoir, on a vu comment il a dirigé le pouvoir. On a vu des présidents en exercice aujourd'hui qui étaient en exil et qui, une fois arrivés au pouvoir, ont exilé leurs opposants. Donc, au fond, la question dépasse et transcende nos pays, les réalités de nos pays, et nous plonge dans nos cultures, dans notre imaginaire à nous et dans nos rapports au pouvoir, finalement. Non? Ça dépend de l'éducation de chacun. Ça dépend de l'héritage que nous avons personnellement. Je suis togolais métissé avec un cap-verdien, donc le tribalisme n'est pas mon problème parce que mes parents ont choisi de s'ouvrir au monde. Je suis protestant et vous connaissez les protestants. On a une valeur qui est la communauté avant soi. Donc du moment qu'on a ces valeurs qui sont ancrées dans nous, donc nous travaillons pour la collectivité. Nous ne travaillons pas sous forme tribaliste. Nous ne travaillons pas dans une notion de clan. Nous travaillons pour la collectivité. Et c'est ça que nous a enseigné également nos grands-parents qui ont mené les luttes d'indépendance au Togo. Sylvanus Olympio, sous l'égide de mon arrière-grand-père qui s'appelle Augustinio de Souza, ils ont développé un concept qui est l'indépendance totale. Ils ont mis en place un système qui permettrait effectivement à tous les Togolais de se retrouver dans un idéal. Et pendant 5 ans,
Sylvanus Olympio a déployé un programme dans l'intérêt de tous les Togolais. Et c'est ce pourquoi il a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé sous la complicité et l'ordre de la France. Vous avez les preuves? Non, mais c'est l'histoire. Je propose- Non, attendez que j'aille au bout. Donc c'est une question, c'est ça. La motivation de Togo Debout, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Mais en attendant, permettez qu'on marque un coup de pause. On se retrouve dans quelques instants D'accord. pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.